Second TD sur les hacheurs. Alors ici avec une alimentation pour ascenseur sur une machine à courant continu et un hacheur avec une structure de pont en H. On garde les mêmes informations que le TD précédent, c'est-à-dire qu'on utilise une fonction fm de t qui est décrite ici, dont le rapport cyclique est variable, avec alpha compris entre 0 et 1, et des commandes complémentaires des transistors K1, K4 complémentaires avec K3, K2. On résume ici l'état des transistors, donc pour T entre 0 et alpha T, donc K1 et K4 sont fermés, K2, K3 sont ouverts, et pour T compris entre alpha T et T, K1 et K4 sont ouverts et K2, K3 sont fermés. Représenter la tension U de T pour une valeur de alpha supérieure, égale puis inférieure à 0,5. Donc on va détailler la première valeur, on passera un petit peu plus vite sur la deuxième valeur. Donc pour une valeur de alpha supérieure à 0,5, on va commencer cette étude. Alors la première chose qu'on peut toujours faire quand on a ce genre de demande, c'est de tracer l'axe, de préparer le graphique où on va tracer U de T. Donc on met en abscisse, puisqu'on nous a mis une valeur de alpha qui vaut 0,5, on a mis ici alpha T sur 2. Donc pour bien montrer, on va commencer par la partie où alpha est compris entre 0 et alpha T, c'est-à-dire que K1 et K4 sont fermés, K1 fermé, K4 fermé, ici représenté par un fil, et K2, K3 sont ouverts, donc je les ai supprimés ici de chaque côté du pont en H, donc on se retrouve avec une alimentation extrêmement simple. Si c'est un petit peu compliqué de voir ce qui se passe en fonction des interrupteurs fermés ou ouverts, eh bien, ne pas hésiter à prendre le temps de redessiner rapidement sur un petit coin de brouillon. Les interrupteurs fermés, on les remplace par d'un fil, et les interrupteurs ouverts, on supprime tout ce qui est en série avec l'interrupteur ouvert. Alors une fois qu'on a dit ça, on va positionner une valeur de alpha t qui est supérieure à 0,5. On va rajouter ici sur nos axes les valeurs de UE, plus ou moins UE. On sait que le HR 4 cadran, on a vraisemblablement moins UE. Et on voit immédiatement avec ce schéma, UE moins U de T, en faisant une petite loi d'émail extrêmement simple. On passe par UE, on passe par U de T. Donc UE moins U de T égale 0, c'est-à-dire U de T égale UE. Donc entre 0 et alpha T, c'est simple. Alors alpha T va jusqu'ici. Voilà. Alors la deuxième phase, c'est lorsque on est entre alpha T et T. À ce moment-là, j'ai à nouveau donc les deux transistors K2, K3 sont fermés, donc je les ai représentés par des fils et j'ai supprimé K1, K4. Et donc on voit là, par contre, alors en faisant le cheminement, il faut faire attention, on suit les fils. Donc UE plus U de T égale 0, c'est-à-dire qu'en fait U de T égale moins UE. Donc à ce moment-là, assez rapidement, on a ici la courbe U de T en fonction du temps. Alors ensuite, pour des valeurs égales puis inférieures à 0,5, donc ici on a une valeur où alpha égale 0,5, on voit qu'on est aussi souvent à plus UE qu'à moins UE, et pour alpha qui est plus petit que 0,5, voilà. Alors exprimer U de T, la valeur moyenne de U de T, et conclure. Alors on peut repartir sur la définition. On va donc avoir 1 sur T, intégrale de la fonction U de T sur une période. Et donc on a cette surface-là à calculer qui vaut UE fois alpha T. Et cette surface-là à calculer, donc c'est un rectangle qui vaut moins UE fois T moins alpha T, puisque ici on a T moins alpha T. Donc on écrit ça rapidement, alpha T fois UE moins T moins alpha T fois UE, on divise par la période et on obtient la relation qui nous dit que U de T, c'est 2 alpha moins 1 fois UE. On vérifie rapidement que c'est cohérent. Alors déjà c'est homogène, une tension, alpha sans dimension, une tension. Ensuite on prend les valeurs particulières de alpha. Lorsque alpha vaut 1,5, on avait dit qu'on devrait obtenir 0 comme valeur moyenne. C'est bien le cas. Si je remplace alpha par 1,5, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Lorsque alpha vaut 0, le signal est tout le temps négatif et vaut moins UE. Donc ici,
eh bien j'ai bien moins 1 fois UE, donc moins UE. Et lorsque alpha vaut 1, le signal est toujours positif et vaut plus UE, donc la valeur moyenne c'est UE. Je remplace alpha par 1, j'ai 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois UE, ça fait UE. Donc c'est bon, on n'a pas fait d'erreur dans ce petit calcul. Alors conclure, eh ben, on a une valeur de U de t qui est réglable de moins UE à plus UE. C'est la particularité de ce hacheur. J'ai une tension d'alimentation positive et je suis capable d'appliquer à mon moteur à courant continu des valeurs moyennes qui vont de moins UE jusqu'à plus UE. Alors on applique la tension au moteur à courant continu, hein. C'est exactement le même déroulé que l'exercice précédent, seule la structure du hacheur change. Exprimer la loi des mailles en instantané puis moyenner l'équation. Donc on va refaire ce qu'on a fait sur l'exercice précédent. On ressort le modèle RLE de la machine à courant continu et on écrit que U de t égale UR de t plus UL de t plus E. On moyenne. On fait toujours attention dans les valeurs moyennes. Il y a des petits pièges, donc on prend son temps. La valeur moyenne d'une somme, c'est la somme des valeurs moyennes. E est constant. UL, valeur moyenne d'une inductance, c'est 0. Et UR, c'est RI. Donc on trouvera RI de t. R est constant, on le sort de la valeur moyenne. Voilà. Et on trouve U de t égale RI de t plus E. On donne UE égale 200 volts. Quelle valeur donner à la variable de réglage alpha pour que la FEM soit égale en moyenne à 150 volts, puis moins 150 volts? Je vous rappelle que quand on règle la valeur de grand E, en fait, on règle la vitesse, hein, puisque E, c'est K oméga. Donc, si j'impose une valeur à grand E, finalement, j'impose une vitesse. Donc ici, j'ai deux valeurs de vitesse qui sont égales en valeur absolue, mais de signe opposé. Eh bien, on reprend ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que U de t, la question 2, on avait 2 alpha moins 1 UE. En question 3, on a vu que U de t, c'est RI de t plus E. Eh bien, on cherche alpha. En égalant ces deux relations, il vient immédiatement que 2 alpha moins 1 UE égale R IM de t plus E. En sortant alpha, on arrive à alpha égale RI de t plus E, le tout divisé par 2 divisé par UE plus 1,5. Voilà. Alors, en application numérique, pour les deux valeurs de données de alpha, des valeurs de grand E, on trouve 90% et 15% pour avoir 150 volts et moins 150 volts. Alors ensuite, on va placer dans le plan CEM égale F de oméga. Alors, on place toujours ça. On n'oublie pas que le couple, c'est le courant moyen, que la vitesse, c'est E. Voilà. Et puis, on trouve nos deux valeurs, des valeurs opposé de oméga, opposé égal. Hein. Ici, on avait 150 volts moins 150 volts, et donc un courant qui est le même. Alors, est-ce que ça correspond bien au mode de fonctionnement d'un ascenseur? Ben oui, on a deux sens. Hein. L'ascenseur, il doit monter et descendre à peu près à la même vitesse, hein, théoriquement. Et la charge, par contre, la charge de l'ascenseur est toujours dans le même sens, c'est-à-dire dirigée vers le bas. Donc on a un couple qui ne change pas de signe, mais une vitesse qui change de signe. Et autant on avait dans l'exercice précédent ces deux cadrans de fonctionnement, autant ici on a ces deux cadrans-là. La puissance instantanée fournie par le hacheur s'écrit PM égale U de t fois I de t, rien de nouveau. En admettant que I de t soit égal à sa valeur moyenne avec IM de t égale grand I, calculé pour les modes de fonctionnement, la puissance moyenne fournie par le hacheur. Alors, P de t égale U de t, IM de t, ce qui me donne PM de t ici. Donc, PM de t égale U de t, IM de t, pour parler de la puissance du moteur. PM de t égale IU de t, parce que I est constant. L'approximation, effectivement, est importante, sinon, il faut faire un calcul un peu plus compliqué. Si je remplace par la valeur moyenne de U de t, eh ben, j'arrive tout de suite à PM de t égale I fois 2 alpha moins 1 UE. En montée, on a donc une puissance d'1,6 kW et en descente, on a une puissance de moins 1,4 kW. Alors on voit que les puissances ne sont pas égales, même si on va à la même vitesse à la montée et à la descente, eh bien, on ne récupère pas les pertes. Dans tous les cas, il faut quand même fournir les pertes. C'est ce qu'on va montrer dans l'arbre des puissances. Alors, PM égale I fois 2 alpha moins 1. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ça nous donnait 1,6 kW. Et effectivement, on a des pertes joules, RI carré.
et des pertes joules qui valent 100 watts, ici si on fait le calcul avec les éléments du problème, et on arrive à la puissance électromagnétique qui vaut EI. Je rappelle, la puissance électromagnétique, après on fait le calcul des pertes mécaniques avant d'arriver à la puissance utile. Ici, la puissance électromagnétique vaut 1,5 kW. Dans l'autre sens, eh bien, on a moins 1,4 kW de récupéré, donc au niveau de PM. On a donc PJ égale RI carré. C'est toujours la même valeur puisqu'on a le même couple et qu'on a le même courant. Et on a cette fois-ci une puissance électromagnétique qui vaut EI, qui vaut moins 1,5 kW. On voit bien qu'ici, au niveau de EI, si on a les mêmes valeurs, eh ben, on n'a pas les mêmes valeurs au niveau de PM, où on a 1,4 kW et 1,6 kW. C'est lié au fait que les pertes sont toujours dans le même sens. Ici, 1,6 moins 0,1, 1,5. Ici, moins 1,5 auquel il faut retrancher mes 100 watts. Et j'arrive à moins 1,4. Voilà. La puissance instantanée fournie par la source d'alimentation s'écrit PE égale UE IE de T. Montrer qu'elle peut s'écrire comme la somme de trois puissances. Donc on a un dipôle RLE. On va écrire un petit peu toujours la même chose. La puissance fournie par la source, c'est la puissance reçue par la résistance, plus la puissance reçue par l'inductance, plus la puissance reçue par grand E. Comme la puissance reçue par l'inductance est nulle, la puissance reçue par la force contre-électromotrice c'est EI, la puissance reçue par la résistance c'est RI carré, il vient que PE de T c'est RI carré plus EI. Alors comme E peut avoir des valeurs positives ou négatives, la source doit être réversible en courant. On comprend très bien que comme ma source d'alimentation est toujours positive et comme le transfert de puissance doit se faire dans les deux sens, il faut que ma source de tension soit capable d'avoir un courant positif lorsqu'elle fournit de l'énergie à l'ascenseur et un courant négatif lorsque l'ascenseur descend et qu'il récupère, que la source récupère l'énergie potentielle de l'ascenseur. Donc ça, c'est lié au fait que la source d'alimentation soit tout le temps positive. Et donc si on veut une réversibilité en puissance, il faut que cette source autorise un changement de signe du courant. Pour les deux modes de fonctionnement, tracer le courant IE de T puis calculer sa valeur moyenne, comparé à la question précédente. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut regarder un petit peu au niveau des interrupteurs. Donc lorsque on repart ici du courant, donc lorsque les interrupteurs K4 et K1 sont fermés, alors je rappelle, pour trouver le courant, on part de la source de courant. On a un signe qui est toujours positif, donc on va par ici dans la première phase de fonctionnement. D'accord. Et on retrouve un courant IE égale grand I sur la deuxième phase. Lorsque c'est K2 et K3 qui sont fermés, mon courant il va passer par là et le courant devient négatif dans la source. J'espère que c'est clair. Ici, lorsque K3 et K2 sont fermés et que K1 et K4 sont ouverts, je pars de mon courant dans le moteur à courant continu. Je ne peux pas descendre, c'est ouvert. Je suis obligé de monter. Et donc, je vois ici que IE, c'est moins I, puisque le sens de I est opposé à IE. Et donc, j'ai un courant négatif ici. Donc, immédiatement, on refait notre calcul de valeur moyenne. Donc, on trouve que IE de T, c'est 2 alpha moins 1 fois I, c'est 8 ampères. Et on trouve donc une puissance associée qui vaut 200 fois 8, c'est-à-dire 1,6 kW. Donc, c'est tout à fait cohérent avec les valeurs qu'on a eues tout à l'heure. Si on prend une valeur de alpha plutôt autour de 15%, on se rend compte qu'on a exactement la même chose. Seule la valeur de alpha change. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une valeur de courant qui est négative et qui vaut moins 5 ampères, en mettant les 15% de la valeur de alpha trouvée dans les questions précédentes. Et on trouve notre valeur d'1,4 kW qu'on avait vu précédemment pour la puissance dans la source. Voilà pour ce premier exercice. Alors, on fera un exercice un peu plus compliqué, le troisième exercice, qui travaillera sur des gabarits de courbes. Par contre, on ira un petit peu plus vite sur les premières questions.